la présence finalement de la Slovénie à cette édition de Patrimoine Escale, elle tient à une des personnes un petit peu, on va dire, personnage historique de Sète, en la figure de Paul Valéry, et de l'idée d'une exposition à Cooper sur le grand écrivain né à Sète, Paul Valéry. Stéphane, si tu peux à la fois nous présenter l'enjeu de ce projet, sa genèse, son calendrier, etc. Alors c'est vrai que c'était relativement inattendu d'aborder des relations avec la Slovénie par l'intermédiaire de Paul Valéry. Mais en réalité, cette relation, elle est naturelle à plus d'un titre. Valéry, c'est d'abord un homme de la Méditerranée. Il est né à Sète, bien entendu, d'une famille d'origine corse et italienne. Et c'est dans ses ancêtres du côté, disons, maternel, qu'il faut chercher le lien avec la Slovénie. Et ce lien avec la Slovénie, il est très fort, en particulier avec une ville qui est Capodistria au moment où Valéry, où la famille de Valéry s'installe à Sète, qui s'appelle Cooper aujourd'hui, parce que la grand-mère maternelle de Valéry, Jeanne de Lugnani, Giovanna di Lugnani, est originaire de cette ville. Elle est originaire de cette ville et en même temps, la famille Lugnani, ainsi que la famille, le grand-père de Valéry qui s'appelle Giulio Grassi, a des attaches en Ligurie et à Gênes en particulier très fortes. Donc un homme de la Méditerranée par ses origines et en même temps par son expérience intime. Valéry, c'est quelqu'un qui a une expérience extrêmement sensuelle de la Méditerranée en tant qu'élément. C'est quelqu'un qui a une expérience de la Méditerranée aussi par ses voyages. Il ne s'est jamais rendu en Slovénie, mais ces attaches-là, je dirais lointaines, ont compté malgré tout pour lui. Et puis la Méditerranée, c'est aussi pour Valéry un espace symbolique très, très, très fort. Il y a réfléchi à de nombreuses reprises, en particulier dans son livre sur la crise de l'esprit. La Méditerranée, c'est une matrice et c'est un lieu de rencontre des cultures. Et à ce titre-là, je dirais que Cooper, Capodistria, est vraiment un lieu emblématique de ce qui compte pour Valéry dans l'espace méditerranéen. Capodistria, c'est une ville cosmopolite, à la rencontre des mondes italiens, européens, de l'Ouest, et en même temps dans la Mitteleuropa et des mondes slaves. Donc c'est un lieu qui est ouvert sur tous les mondes européens, et ça compte beaucoup pour Valéry. C'est un lieu, Capodistria, symboliquement, qui est une sorte d'espace d'harmonie discordante que Valéry a recherché dans sa réflexion, et pour laquelle la réflexion qui n'est pas restée d'ailleurs à un niveau complètement éthéré, puisqu'il a fondé à Nice un centre universitaire méditerranéen où il a essayé justement de réunir des hommes, des femmes, penseurs autour de la conception de la Méditerranée comme lieu d'union possible entre tous les peuples qui composent l'Europe. Alors le projet qui est né avec Capodistria Cooper, c'est un projet autour de cette figure de Valéry, qui est une figure profondément européenne. Et nous, à Sète, au musée Paul Valéry, nous avons évidemment vocation à, je dirais, être fidèles à la pensée politique et philosophique de Valéry concernant l'Europe. Et il était naturel pour nous de nous associer à la ville de Cooper et de sa démarche vis-à-vis du musée pour faciliter, je dirais, les coopérations entre nos deux villes. Ça va se manifester comment? Par une exposition en commun autour de la figure de Valéry à Cooper, des prêts évidemment d'œuvres, et puis, Elia en parlera mieux que moi, c'est une dynamique aussi qu'il faut souligner comme étant locale en Slovénie, portée aussi
alors par la commune bien entendu, mais aussi par l'État slovène et également par une association qui est extrêmement dynamique, appuie également par ses forces vives ce projet d'exposition partagé entre Sète et Koper. Stéphane, quelles sont les œuvres qui vont... on a parlé beaucoup d'esprit, de Paul Valéry, de philosophie, mais il y a aussi des œuvres, donc lesquelles vont être... Alors, nous avons quelques documents d'archives liés à la présence de la famille maternelle de Valéry à Capodistria à Koper, que nous allons prêter. Nous prêterons aussi de nombreux documents d'archives liés à la correspondance de Valéry. Valéry, je l'ai dit, c'est un homme profondément européen qui se déplace pour des conférences en particulier dans toute l'Europe et en particulier en Europe de l'Est. Donc on présentera à Koper également de la correspondance échangée par Valéry avec sa fille Agathe en particulier à l'occasion de ses nombreux voyages, notamment en Europe de l'Est. Et puis également des dessins et puis aussi... parce qu'il faut bien que la figure de Valéry soit présente, je dirais, au moins physiquement et symboliquement sur place, par le prêt d'œuvres d'art telles que des sculptures et un buste très précis qui est présenté au musée Paul Valéry actuellement. Hello, everybody. First of all, I would like to thank you for this pleasure and opportunity to be here. To all of you who are here in this conference room, I would like to point out that on the video you can see our museum, which is called Koper Regional Museum, and it's established in 1911. This project about Paul Valéry is of such an importance, not just for me, but for the whole region of Capodistria, Koper, because as Director Stefan told you, his grandmother, Giovanna Anna Maria de Lugnani, who was born in 1800, she was from Koper. And we would like to make, through this project, a much brighter picture of Paul Valéry, about his figure, in Slovenian and Trieste, from the Slovenian and Italian perspective of view. So yesterday we met at Paul Valéry's museum. We talked about our cooperation, and I promised that every kind of document from the archive, every kind of piece of this mosaico, I will forward to you to Sète. So the fact that we live beside Trieste, it's like 20 minutes of drive, archives and libraries are very accessible for me. So we talked with the director that we will exchange those documents, so we will send them to Sète. Je précise peut-être, je crois que vous ne l'avez pas dit, ce que nous voyons, ce sont des images du musée de Koper. Excuse me. Ce que nous voyons, ce sont les images qui présentent le musée de Koper, qui est à la fois un musée d'art, d'histoire, mais aussi un musée de société, comme on le voit ici. Et est-ce que, dans quel espace prendra place l'exposition sur Paul Valéry ? Et quelles sont les lignes un petit peu de force de ce projet? Et quelle est la place de la mer, du maritime, dans cette exposition, s'il y en a une? Our museum is in the palace, which is called Belgramoni Tacco. The palace, you can see it now, was built in 1600 by the family Belgramoni. But the legend says that it has this surname Tacco because the one member of Belgramoni was a bad gambler. He lost the palace in one night of the poker. So the exhibition will be inside the palace on the 300 square meters. The exact date is some kind of set it for
the third week of September during the Days of European Heritage and Culture. And the project, the main aspect of the project is the exhibition without the borders. So in museology, we try to escape any kind of borders. So this is the, let's say, the red line of the Paul Valéry's exhibition, because his family started from Koper, Capodistria, to Trieste, to Genova, and then to Sète. Now we're going backwards from Sète to Capodistria. And the fact that Paul Valéry is coming, let's say, home for the first time, we will try to present Paul Valéry from the many aspects of his life, especially, let's say, the period in the first half of the 20th century. As we all know, it's the rise of the Nazi fascism, and Slovenia was part of Italy. It was felt the fascism on its own skin. So I think it's going to be, let's say, an exhibition, as we talked yesterday, from many aspects, as private, as intellectual, as philosophical, and also as cultural. So, and the exhibition is supported by the Ministry of Culture of Republic of Slovenia and the municipality of Koper. So I think it's going to be a great success. Cette exposition est aussi une manière, je dirais, entre nos deux musées, de faire progresser également la connaissance sur la biographie de Valéry, cet aspect, je dirais, familial, de ses origines familiales à Capodistria, qui sont relativement méconnues. Puis je veux dire, symboliquement, c'est très intéressant de rapprocher Valéry de cet espace, comme je le disais, au carrefour de multiples cultures, parce que ça, c'est Valéry. C'est vraiment un homme en lequel, je dirais, toutes ces frontières se croisent et qui... je crois qu'un panneau s'effondre. Toutes ces cultures se croisent et je pense que c'est une manière, encore une fois, d'approcher vraiment le sens profond de sa pensée et de son action, en particulier après la Première Guerre mondiale. Merci Stéphane. Je souhaiterais peut-être inviter la consule de Slovénie, Tatiana Dumas-Rodica, peut-être à prendre la parole sur ce projet. On en a un petit peu parlé depuis votre arrivée. La façon dont vous avez été vous-même relais, acteur dans la genèse de ce projet, les escaliers sont là. Quelle était votre question, pardon ? De quelle façon, en tant que consul de Slovénie, vous êtes intervenu justement pour faciliter ce projet, rapprocher les acteurs ? Ce projet phare, mais on en a également d'autres pour la ville de... Pour faire un partenariat entre nos villes côtières slovènes et la ville de Sète. Voilà. Oui, voilà. Je m'appelle Tatiana Dumas-Rodica. Depuis 2001, je représente la Slovénie avec un consulat de Slovénie basé à Lyon. Non, mais je couvre aussi, notre consulat couvre aussi toute la partie du sud de Lyon et de l'ouest aussi. Donc c'est dommage parce que nous sommes seuls et justement on a relancé une demande d'en ouverture un autre et il sera ouvert, enfin il est déjà ouvert, mais officialisé dans les mois à venir à Marseille. Donc j'aurai un collègue à Marseille que j'impliquerai aussi dans nos échanges avec Sète. Voilà, tout à fait. Alors, effectivement, c'est un projet phare, mais ce n'est pas le seul, comme je disais tout à l'heure. Nous allons aussi
justement, la première fois que j'ai découvert Sète, c'était l'année dernière, au mois de juin, suite à la proposition de la mairie de Sète de pouvoir justement exécuter, de pouvoir mettre en place ces projets divers, justement. Effectivement, Paul Valéry et le projet phare, ce que j'appelais tout à l'heure déjà, mais il y a également toutes les similitudes entre les deux villes, parce que c'est ça qu'il faut considérer en priorité. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce partenariat pour avoir des résultats d'échanges concrets, pour pouvoir avoir des subventions européennes pour ce type de projet. Et donc, justement, Koper, mais pas seulement Koper, nous avons également 2 autres villes sur la côte slovène, Izola et Piran, dont les représentants sont aussi parmi nous aujourd'hui. Et donc, ce partenariat avec la ville de Koper englobe également les échanges, avec les minorités italiennes que vous avez aussi ici. C'est ce qu'on n'a pas trop parlé, mais en Capodistria, c'est le nom italien de Koper. Maintenant, Capodistria, on a gardé justement en respect de ces minorités italiennes fortes, parce que toutes les rues dans les 3 villes côtières slovènes, Koper, Izola, Piran, sont en 2 langues, l'italien et le slovène. Et chaque fois que le maire prend un discours, c'est aussi en italien. Il doit le faire aussi en italien. Et justement, cette minorité que vous avez, la même ici, ça sera certainement un très grand attrait. Et puis, donc bien sûr, Paul Valéry, mais aussi donc d'autres atouts qu'on pourrait développer avec effectivement je serai à la disposition suite à cette visite justement donc après ma découverte de votre magnifique ville et justement comme moi je suis aussi de Piran, hein, et de Koper aussi, enfin des 3. Et donc c'est pour ça que qu'on a essayé de réveiller, enfin de mettre en place ces échanges. Et j'espère que justement par le festival au mois de début avril, donc nous aurons la ville de Piran qui va être présente avec une trentaine ou quarantaine de Slovènes avec un stand. Et je pense que ça va beaucoup renforcer de nouveau les liens pour exécuter ce jumelage. Donc, ce que je disais tout à l'heure, le 10 mars, il y a eu en retour une délégation de Sète, en tête de M. Hervé Mertz d'ailleurs, et 3 autres de l'escale 7 et un autre et 2 de la mairie qui sont venus, à qui on a organisé la visite de Koper, bien sûr, et aussi de Piran, grâce à Moïtsan, mon ami. On s'engageait beaucoup pour réaliser ce projet. Ils ont été enchantés d'ailleurs pour découvrir votre magnifique ville et voir ces similitudes que l'on a. Donc le 10 mars, nous avons reçu
en Slovénie à la même manière la délégation de Sète. Et avec un grand enthousiasme, on s'est mis d'accord, enfin on a compris que c'est là, bien sûr Wolfgang était le pilote de tout ce projet. Vous voyez, je pense qu'on va, grâce à toi, et on va vraiment faire quelque chose assez rapidement pour que les conditions restent les mêmes de ces échanges amicaux et qui amèneront quelque chose à nos villes. Donc, ben, je ne sais pas ce que... Merci beaucoup pour ce témoignage de projet croisé. On évoque, on est au cœur de la personnalité de Paul Valéry, au cœur de la Méditerranée, avec des ancrages donc en Slovénie. Stéphane l'a rappelé aussi en Corse. Je sais que nous avons nos amis corses qui sont dans la salle et je crois qu'il y a un témoignage. Oui, bonjour à tous, Pierre Jean Campocas, direction du patrimoine de collectivité de Corse. Effectivement, c'est l'intérêt de ces rencontres aussi. On découvre cette perspective de projet et ça nous intéresse beaucoup, puisque Paul Valéry a, comme vous l'avez signalé, donc des origines corses. On a un petit fonds de correspondance aux archives à Bastia, les Valéry, comme on les appelle nous. D'ailleurs, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il faudrait voir la généalogie des Valéry, mais le plus grand armateur corse du 19e siècle est un Valéry, qui s'installe ensuite à Marseille, la compagnie Valéry, et qui aura une compagnie de transport à vapeur, et qui avait racheté le Bonaparte, le premier navire méditerranéen à coque en fer et à hélice, en 1852. Donc bon, et on a une représentation d'ailleurs. Mais pour en revenir à Valéry, on serait très intéressé pour faire partie du partenariat et présenter cette exposition. On sait que trop peu qu'il a des origines corses, hein, par son père et sa mère, par son père, son grand-père et sa grand-mère, et ça nous intéresse beaucoup. Hein. C'est vraiment des vieilles familles bastiaises autour des Guaitele et des Valéry. Donc voilà, on pourrait échanger... j'ai des cartes, je peux vous en donner, mais en tout cas, voilà, ça nous intéresse beaucoup de participer à ce projet, d'avoir la possibilité de faire venir cette exposition en Corse. Juste un mot sur cette proposition inattendue et bienvenue. C'est exactement le but de la manœuvre, ça fait plaisir. Merci. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Bien sûr. Ouais. Okay. Merci. Et cette question des origines corses de Valéry, c'est une question importante, hein, puisque lui-même s'est désintéressé dans un premier temps par ces origines-là, et ensuite il y est revenu, je dirais, dans les années 20, il s'est rendu en Corse. Voilà. Ouais. Et en fait, il est originaire, sa famille est originaire, alors avec l'accent corse que je maîtrise mal, d'Herbalongue, petit port de pêche. Herbalongue, voilà. Il est peut-être apparenté à la famille d'armateurs, là, dont il y a un beau portrait à... Ouais. Voilà, donc ce sera, enfin, je m'engage un peu pour tout le monde, ce sera effectivement un vrai plaisir de pouvoir collaborer avec vous. Ouais. Bravo, oui. Voilà, pardon, oui. L'utilisation du micro, c'était juste pour la traduction, Pierre-Jean, hein, voilà, pour les traductions, voilà, c'est juste ça. C'est bon, Pierre-Jean hein. On va peut-être passer à la seconde partie de la table ronde. Un autre lien entre le territoire sétois et celui de la côte slovène, donc qui est un espace relativement restreint, comme vous l'avez rappelé. C'est la culture du sel, et l'histoire du sel qui est importante sur ce territoire. Donc j'appelle Uros Ribar du musée de Piran,
ainsi que Sandrine Lafont de cette Aglopole, responsable des espaces de la gestion des lagunes. Donc on va évoquer l'importance de la culture du sel dans l'histoire, dans la façon dont le paysage est façonné, dans les travaux historiques, en archéologie, etc. Alors sur l'ordre, sur le programme initial, c'est vrai qu'il y avait certaines personnes qui n'étaient pas prévues, mais je vais peut-être commencer par vous donner la parole en tant que conseil municipal de la ville de Piran. Qui est cette ville où se trouve ce musée maritime, qui est un musée, je pense, dont vous nous parlerez tout à l'heure, et voilà le lien qu'il peut y avoir entre la morphologie, finalement, de ce territoire et celui de Sète dans lequel vous êtes aujourd'hui. Yeah, thank you very much. I am Matej Knep from the municipality of Piran. And I would like to thank the mayor of Sète and also all the organizers of ESCAL to enable us, Piran delegation, also to be present here today. I will just briefly tell you a little bit about Piran so that you have a broad idea where we are coming from, because we are representing the region, as Ms. Tatiana said earlier. So the municipality of Piran is a coastal municipality with around 18,000 inhabitants, and it borders, of course, Isola and Koper, but also Croatia to the south, and it has a maritime border with Italy. So it is located in a very particular position for Slovenia, no? And the main activities are tourism, so we have a very developed touristic sector and touristic infrastructure, but it is also a cultural hub because we have a lot of festivals, exhibitions and other events, and of course also our institutions like Maritime Museum and our salt pans. So therefore we want to participate and to show this part of our culture here. So, for example, in the next here is pictured is the 1st of May Square that this year European Academy of Film named the treasure of European film culture. So Piran is also a nice like a film set. So we have really this great heritage. And especially important is the heritage of the past of the salt production, because in the period of Serenissima, the trade of salt between Piran and Venice brought the town wealth, so that we can preserve this great heritage from the past. And this is exactly what we want to share here in Escala Sète. This maritime heritage, but also salt-making heritage. And as said before, we have also a strong Italian community. Therefore, the Constitution of the Republic of Slovenia makes the Italian an official language in our areas. So we all have to speak and name also streets and everything in both Slovenian and Italian. So this is a very quick presentation of the area, also of the town of Piran, that with Koper want to participate with Sète. Thank you. Merci beaucoup pour cette présentation. Je me tourne vers vous pour la présentation de ce musée de Piran, dont une des succursales, si j'ai bien compris, est le musée du sel. Pour ce qui est du musée du Piran, c'est un musée maritime, j'ai l'impression, qui a une configuration qui n'est pas fréquente, en tout cas dans les musées que l'on peut avoir en France. C'est-à-dire c'est un musée à la fois d'histoire, d'archéologie, d'histoire moderne, de construction navale, tout ça en un seul musée. Est-ce que vous pourriez nous le présenter brièvement, son histoire, ses enjeux de recherche, de programmation culturelle, etc. Hello everybody, my name is Uroš Hribar, I'm a director of Maritime Museum of Piran. Our main house, also the oldest building, is situated in the old center of Piran. It's called Palaccia Gabrieli.
have several departments there, so all specialists from history, ethnological, archaeological, department for technical heritage, and history of art. This is basically. We also have an old bibliothèque of City of Piran, which is another specialty which we cover, and what is, let's say, where we are a little bit special, we have really a lot of dislocated units spread all over common area of Common of Piran. I will mention first the Museum of Salt Making. Museum of Salt Making, which is situated in the Sečovlje Salt Pent Landscape Park. Our goal there is to preserve, maintain, and also show to people the medieval way of salt production, which is for last 40 years abandoned. The other part of salt pans is still in operation, but Valentin will talk about this a little bit later. One of the newer exhibition places is situated in a former salt warehouse in Portorož. It covers approximately 1,000 square meters of exhibition place, where we do have a permanent exhibition about traditional shipbuilding and development of water sport, for now mainly sailing and rowing. Then we have in the rural coastal part, inland part a little bit more, Tonas House, where we do show the ethnological and also partially technical heritage of agriculture in the coastal area, especially the olive oil production, which was quite important in the past. I'm not forgetting. Okay, very important for us, Mr. Giuseppe Tartini, our famous violinist. We also have another exhibition inside of City of Piran in the Tartini house. So it was old family house of old house of Tartini family. Then a newer exhibition place, which is not arranged to the end, is Lighthouse in Piran. And we will plan together with the Common of Piran to make another, I believe, very interesting exhibition for our public. This is not all. So we do not manage the next two things, but we do help colleagues from other museums to make their exhibition. One is in the military, so in the Museum of Park of Military History, Slovenian in Pivka, where we done a very nice exhibition of Yugoslav's military submarine, where our guys in the past was quite active, so a lot of Slovenian officers works on those submarines. The other is the House of the Sea in Izola, which is dedicated to the history of industrial fishing. All this we try to do with the crew of some 15 people, from specialists to the technical staff. So it's a lot of work. So in the end, I would like really to express my gratitude to our friends from SETS to give us the opportunity to came and show a part of our maritime history next year in your fantastic festival of the tradition. Thank you. Merci. Alors bonjour. Merci. La présentation. Alors voilà. Hier, on a touché un peu sur le sujet de le parc naturel qui se trouve à la Céline de Sečovlje. Et comme je dis, notre entreprise a un rôle duel dans la préservation de parc naturel, mais aussi de la préservation des patrimoines culturels de la production traditionnelle de sel. Ce que c'est très important, ça sont les salines à votre droite. Et ce que c'est important,
ce que Uroš a dit, la part de préservation du patrimoine du Moyen-Âge, comment se produit le sel dans le Moyen-Âge, c'est préservé par le musée. Mais on a vraiment une idée que la préservation meilleure de la tradition salinière, c'est de travailler, de faire le boulot. Et notre production de sel se passe comme on s'est fait pendant toutes ces années, mais on le fait comme une entreprise. On fait la production chaque jour, mais on fait tout analogue, c'est tout travaux manuels. Et c'est comme ça qu'on passe le savoir-faire dans les générations. On a à peu près 25 personnes qui travaillent le sel, et puis toute la production des produits qu'on fait. Ça, c'est vraiment important de la tradition de production de sel, et c'est unique dans le monde. C'est l'utilisation d'une surface pour la cristallisation qui s'appelle pétola. C'est une surface de bactéries et algues, et ça donne un sel qui est vraiment blanc et un goût assez doux, spécial, et dans les Moyen-Âge, dans la Sérénissima, dans le temps dans la République vénitienne, ils ont appelé notre sel sale dolce, sel doux. Et ça, c'est que c'est vraiment différent de notre sel à Piran. Voilà, c'est une méthode traditionnelle, tout manuel, comme je dis. Et comme je dis, les 4 photos à gauche sont le musée, et à droite, c'est notre production avec centre de visitation pour les personnes à voir comment on passe la tradition de production de sel dans les générations. Et voilà, pour ce que je n'ai pas dit hier, c'est que le côté parc naturel, c'est financier de la part de l'État de Slovénie, mais la part de préservation de patrimoine culturel, la production de sel, c'est financé seulement par notre entreprise. Il y a personne qui nous finance pour gestir ces traditions. Et on a besoin de faire des produits et de vendre ces produits dans le mercat, et c'est comme ça qu'on fait, juste que cette tradition vive encore dans le siècle prochain. Voilà, c'est tout de ma part. Merci. Mais je m'excuse pour mon français. Hein. Merci Valentin. Un petit peu en réponse à cette présentation très claire, Sandrine, est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quelle façon est prise en charge et peut être valorisé aussi le patrimoine ou les espaces de culture saline aujourd'hui sur le territoire de l'Aglopole? Alors, je dirais sur les territoires de l'Aglopole, mais en Méditerranée française en général, déjà, c'est un passé salinier fort. Aujourd'hui, il reste 2 salins en exploitation en Camargue. Et sur notre littoral, languedocien et en particulier héroltais, on en a une multitude. Elle s'installait en bordure de lagune. Vous avez quelques photos, ça c'est les salines de Villeneuve, les salins de Frontignan, il y en a sur 7 aussi, les salins de Villeroy. Et qui venaient en fait, voilà, le sel était quelque chose de très important sur notre territoire, c'était une vraie manne économique. Ils ne sont plus exploités depuis les années 70 en moyenne, on va dire. Les dates des premières traces de salins sur les salins de Frontignan ou sur 7, c'est le XIVe siècle, donc c'est très ancien. Aujourd'hui, ils ont une particularité, on n'y fait plus de sel, effectivement. Les images que vous voyez défiler, c'est les salins de Frontignan avec des jolis bâtiments qui sont restaurés. Ils ont été achetés, ces anciens salins, dans les années 80-90 par le Conservatoire du Littoral, qui est un établissement public de l'État qui a une vocation qui est la préservation des espaces naturels. Et donc aujourd'hui, vous parlez de musée, moi je parlerai de musée à ciel ouvert, puisqu'en fait on a ces vestiges d'anciens salins qu'on s'efforce, à travers une gestion plutôt environnementale, de renaturer. Et pourquoi un musée à ciel ouvert? Parce qu'à la fois, on va y retrouver les traces de l'ancien passé salinier,
qu'on s'efforce de mettre en valeur. Sur les salins de Frontignan, on a par exemple un gros projet actuellement avec les services de Bertrand du patrimoine de l'Agglo sur une scénographie autour des anciens baladins pour que justement les visiteurs, parce que c'est des sites qui sont libres d'accès, donc visités pour des balades, puissent du coup comprendre l'histoire du sel. Et c'est aussi des musées à ciel ouvert au titre des espaces naturels, puisqu'en fait leur particularités physiques, les anciennes tables salantes, des faibles profondeurs d'eau, les anciennes querelles. Aujourd'hui, c'est des pépites écologiques, puisqu'on retrouve dans les anciennes tables salantes des herbiers aquatiques qui sont protégés en France, des colonies d'oiseaux qui sont extrêmement protégées. Donc les salins de Villeroy, par exemple, sur 7, accueillent 90% des populations d'une espèce de sterne en Méditerranée française. Donc aujourd'hui, c'est des espaces naturels qui continuent à avoir quelque chose de très particulier à offrir. Et ce qui est aussi très rigolo, on le voit sur certaines photos qui passent, c'est qu'on a des sols qui sont tellement riches en sel que l'été, quand ça s'assèche naturellement, on a encore ces fleurs de sel qui sortent. Et du coup, on a aussi, dans le cadre des visites guidées qu'on peut proposer, vraiment de la matière pour parler de ce patrimoine exceptionnel. Donc un salin, quand il n'est plus en fonction de salin, de production de sel, il a encore tout un intérêt sur le territoire. Merci Sandrine. Sur ce type, on le voit à travers des photos comme ça, sur ce type d'industrie qui a été très très importante et qui aujourd'hui ne fonctionne plus, qui va vers un processus de patrimonialisation. Les témoignages humains sont importants pour rendre compte de ce qu'ont été ces activités. Est-ce qu'il y a eu un travail de collecte des derniers ouvriers du sel? Est-ce qu'ils ont été consignés quelque part? Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu à ta connaissance? Alors, il y a des livres qui ont été écrits, dont je ne me rappelle plus du tout l'auteur. Là, j'ai un gros trou de mémoire, je pense que toi tu le sais, sur les salins de Frontignan, qui s'appelle Mémoire de sel. On a la même chose sur les salines de Villeneuve. Nous, sur les salins de Frontignan, parce qu'on a des bâtiments restaurés qui s'y prêtent, effectivement, on a un travail en cours auprès. Alors, il reste un ancien salinier et un ancien enfant de salinier qui a vécu sur les salins quand il était jeune. Sinon, on a malheureusement plus de traces d'anciens saliniers sur le territoire. Mais donc ils nous aident. Et l'idée, c'est surtout aussi de redonner un sens à ces bâtiments, parce que souvent, dans les salins, on a des structures bâties, souvent très dégradées ou en ruine, et finalement, sur notre territoire, dans l'Hérault, tous ces anciens salins sont des sites classés au titre du patrimoine, au titre des bâtiments de France. Et voilà, c'est de redonner plutôt du sens et d'expliquer en fait au public à quoi servait une douane, pourquoi il y avait une douane, à quoi servait tel ou tel bâtiment. On a la chance sur les salins de Frontignan d'avoir encore tout le mécanisme hydraulique qui est existant, qui est certes rouillé, mais qui est là dans son entièreté. Et c'est bien d'expliquer aux gens que c'est pas juste un site de balade ou pour y faire un footing, quoi. Pour ce qui est des témoignages de saliniers, il y en a justement dans ces opérations qui ont été faites. C'était l'ethnologue, c'était Nadine Boudou qui a fait au moins celui sur Villeneuve, les Maguelones, celui de Frontignan, je crois aussi, si ma mémoire est exacte. Il y a des témoignages d'anciens saliniers qui ont été recueillis et qui sont conservés aux archives départementales, donc qui sont accessibles et que vous pouvez utiliser pour vos futures muséographies. Voilà. Il y a des photos aussi d'ailleurs qui ont été recueillies à ces occasions-là, puisqu'il y a 2 expositions qui avaient été faites, une sur Villeneuve et l'autre sur Frontignan. Voilà.